Merci à tous d'être là. Je suis Clément Cherblanc. Actuellement, je suis en master à l'Université du Montana aux États-Unis. Mais j'étais étudiant ici jusqu'à il y a 1 an et demi avant de partir en échange, toujours en étant étudiant. Et tout en étant étudiant, j'ai eu donc cette opportunité incroyable d'aller au Groenland, carotter, faire des relevés et contribuer à la science. Aujourd'hui, j'aimerais vous en parler. D'abord, vous parler de ce qui m'y a amené, parce que c'est pas extraordinaire. On a tous des chances similaires si on est vraiment passionné. Et je vais aussi vous faire voyager effectivement un petit peu, vous montrer ce qu'on fait. Du coup, comment est-ce qu'un étudiant de l'USMB finit par se retrouver dans ce genre de projet? Ça a été une succession donc, de hasards et de persévérance. Des hasards comme des rencontres, comme Isabelle Couchou, qui est là, grâce à qui cet événement a lieu. Des hasards notamment, en particulier, de par son cours système climatique, qui moi a vraiment forgé mon éthique de vie, qui a contribué à ça et a forgé en grande partie mes objectifs d'être glaciologue. En tout cas, mon engagement envers le climat. Et il s'est avéré qu'elle était coordinatrice des échanges internationaux. Donc, ces hasards réunis ont fait qu'elle m'a guidé vers le programme ICEP, dont vous avez peut-être entendu parler. Et c'est donc avec ce programme que je suis parti aux États-Unis. Les États-Unis, c'est grand. Je ne vais pas vous mentir, une partie de mes critères pour choisir l'université, ça ressemblait à ça. À quelle altitude j'étais, quelle distance des stations de ski, quel type de cailloux c'était, sur quoi j'allais grimper. Mais le point décisif pour ma sélection des 4 dernières universités, c'était ce genre de personnes. Voici Joel Harper, qui est actuellement mon encadrant de master, et c'est un glaciologue qui a travaillé au Groenland. Et quand moi je cherchais les universités, c'était un des critères importants. Est-ce qu'il y a un glaciologue? Est-ce qu'il fait ce que j'aime? Parce que j'avais déjà cet intérêt pour la glaciologie, et comme je n'avais pas connaissance d'un glaciologue sur l'USMB, ou en tout cas je n'avais pas fait mes recherches à cette époque, je me suis dit que c'était l'opportunité. Me voilà donc sélectionné à l'Université du Montana, une magnifique petite ville où il fait très froid, exactement comme je l'aime, et je suis un cours de ce Joel Harper, en rapport avec la cryosphère, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce cours, et j'ai persévéré dans ce cours. C'est là que la persévérance rentre en jeu. C'est que j'étais passionné, donc j'ai travaillé dur. Il l'a vu, un jour je suis allé le voir, écoute Joël, j'aimerais apprendre en glaciologie, est-ce que tu peux me prendre en stage? Il a dit oui, on a commencé à travailler sur des données du Groenland, et après quelques mois, il a vu ma manière de travailler, il a vu que j'étais passionné, et donc un jour il m'a appelé, il m'a dit écoute Clément, j'aimerais t'inviter à faire un master avec moi, et j'aimerais qu'on aille ensemble au Groenland, donc tu m'accompagnes dans l'expédition au Groenland cet été, pour collecter les données qui me serviraient pour mon master. Voici toute l'histoire. On est donc 6 personnes à partir au Groenland. Joël qui est ici, son ancien encadrant, que j'ai déjà mentionné à certaines personnes, et 4 étudiants en glaciologie ou en système climatique et en audiovisuel. Bon, on va y aller directement. Comment on fait pour se retrouver là-bas? Parce que le Groenland c'est isolé, en particulier la calotte de glace. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas mal de carbone émis dans l'atmosphère. Ça commence par des avions militaires pour nous emmener de l'État de New York tout droit au Groenland. On fait du co-avion dans cet endroit remarquable où on est associé contre des filets. On est collés les uns aux autres, notre sac sur la tête, les genoux face à face. Pour se rendre aux toilettes, il faut se faufiler entre le cargo. Mais quand on se rend aux toilettes, j'espère que ça a marché. Pour se rendre aux toilettes dans cet avion, où il fait très froid, en permanence. Et voici les paysages qu'on a déjà sur le nord du Canada et les premières vues qu'on a du Groenland. Moi, évidemment, j'ai passé 2 heures à la fenêtre à regarder, prendre des photos. Et encore une fois, voilà le genre de choses auxquelles on avait affaire. Et c'est très difficile de vous donner une échelle de ce qui va apparaître là. Le glacier qu'on va voir, probablement 2 ou 3 km de largeur au terminus. C'est des montagnes de 8 mètres. Bref, faisons une petite parenthèse sur le Groenland, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas se situer un peu mieux. C'est essentiellement dans le cercle polaire, majoritairement couvert de glace, et cette glace elle a énormément d'intérêt pour la science notamment, parce que la neige et les bulles d'air, principalement, emprisonnent des informations, des isotopes ou des compositions chimiques
qui peuvent être utilisées pour la science, notamment les carottes, mais également la côte. Et on va revenir sur la côte juste après. Il y a à peu près 60 000 personnes qui y vivent. Ce sont les Kalaallit. Et donc, le nom du Groenland en... Je reviens encore en avant. Le nom Kalaallit, ça veut dire terre des Kalaallit. Kalaallit Nunaat. Et c'est dans le cercle polaire. Du coup, il y a le soleil de minuit l'été et la longue nuit en hiver. Et historiquement, c'était une période qui était extrêmement difficile pour les peuples natifs qui souvent connaissaient des famines en hiver. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce qui va vous intéresser un peu plus, probablement. C'est un paradis de la géologie. En baladant, il y avait des dikes comme ça qui étaient sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. J'ai vu des cristaux désymétriques, des affleurements incroyables. J'ai peu de photos, peu de belles photos, mais il y en a. Voici le genre de paysage qu'on voit. Alors là, c'est pris en drone. Dans le sud du Groenland, il y a quelques arbres. La plupart sont apportés par l'homme. Sinon, il n'y a pas d'arbres. C'est essentiellement un sol cryptobiotique qui est très fragile, qui met des siècles à se développer. On en trouve aussi dans certains déserts et dans certains écosystèmes très fragiles. Mais essentiellement, le fait qu'il y ait peu de végétation, ça fait qu'on voit très facilement les affleurements. Donc si vous allez sur Internet, vous verrez plein d'affleurements remarquables. On y a trouvé des mollusques, alors pas nous, par le passé. C'est un endroit qui, géologiquement parlant, est très intéressant. La plus ancienne trace de vie, très récemment, il y a un mois. Les plus anciennes ADN, on a pu reconstruire un paléo-environnement. Les minéralogistes connaissent peut-être Skærgård, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est la base de la pétrologie. Bref, et nous les glaciologues, il y a de quoi faire. Avant tout, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure, rapidement un peu de toponymie sur un glacier. Il y a la zone d'ablation où il y a plus de fonte que d'accumulation, et la zone d'accumulation, il y a plus d'accumulation que de fonte. Et l'excédent de masse, là-haut, flue vers ce défaut de masse, et ça fait qu'on a un glacier qui est en théorie en équilibre. Bon, évidemment, c'est en train de changer. Plus particulièrement, c'est pas ici ça fond pas du tout, c'est plus compliqué que ça. Dans cette zone ici, ça va fondre beaucoup, mais pas assez pour faire fondre toute la neige de l'année. Et c'est pour ça qu'on a encore une sous-division qu'on appelle la zone de percolation. Et si vous allez là-bas en fin d'été, vous allez marcher sur de la neige de printemps, sur 1 mètre de neige de printemps. Contrairement au sommet de la calotte de glace où c'est en permanence de la neige sèche. Et nous, on travaille dans cette zone de percolation. C'est là qu'on va. Et à partir de maintenant, je vous promets, c'est fini. Plus de schéma ennuyant. On travaille dans cette zone. Certains reconnaîtront peut-être ce glacier, je vais en parler dans un instant. Nous, on travaille là-haut. C'est là qu'on a fait des forages. On s'est préparé ici. Donc on est atterri plus au sud et on a pris un deuxième avion pour aller à Ilulissat, où tout notre équipement nous attendait. Et donc ce glacier, il est assez particulier parce que c'est le glacier qui a le plus gros débit au monde. Et il est très connu parce qu'il a connu une récession très forte au début des années 2000. Et ça a été l'affolement. On a cru que c'était la fin de la calotte de glace, que toute la calotte de glace allait fondre, qu'il allait avoir une boucle de rétroaction positive et que tout allait s'emballer. Parce qu'entre 2001 et 2004, le terminus du glacier a reculé de 10 km. 10 km en 4 ans. Bon, il s'avère qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. Le terminus, c'est pas la meilleure métrique de comment se comporte la calotte de glace. Et actuellement, ce terminus est relativement stable. Mais le flux de glace qui arrive ici et qui fond, il est en pleine augmentation. Et je vous laisse imaginer, si vous mettez à tirer de plus en plus fort sur une énorme nappe de pâte à modeler, vous allez craqueler la pâte à modeler. Vous allez créer des crevasses, en fait. Gardez bien ça en tête, le coup des crevasses. Voilà une petite image de ce fjord pour vous donner une petite idée. En fait, c'est complètement trompeur parce que entre cette partie noire qui est là et l'autre côté, il y a 10 km. Ça, là, c'est peut-être 500 mètres. Les énormes icebergs qu'on voit là-bas, là-haut, ils font probablement 300 mètres de haut, au-dessus de l'eau. Donc en fait, les échelles ici sont complètement déroutantes. Bon, nous on arrive à Ilulissat. On organise notre équipement parce qu'il y a de l'équipement qui vient d'autres expéditions, qui vient des années passées. On doit tout organiser. L'avion qui va nous emmener sur la calotte de glace doit venir. Et, depuis l'Islande, sauf qu'il y a de la mauvaise météo, ça traîne. Bon, on a un peu de temps pour se balader, pour découvrir les environs d'Ilulissat. Et après 4 jours d'attente,
Nous voici enfin partis direction la calotte de glace dans un petit avion à ski. Les pilotes, les collègues, notre bazar. Alors évidemment on ne voit pas sur cette vidéo. En bas ce qu'on va voir c'est des petites dunes, des petites rides. Et ces rides on n'a aucune idée de est-ce qu'elles font 10 cm de long, 1 mètre de long, 10 mètres de long, 10 km de long. Encore une fois la calotte de glace est déroutante. Et donc voici l'atterrissage. Alors on a énormément de bazar. Pourquoi? Parce qu'on y campe sur la calotte de glace. Vous avez vu que là on a déjà pris pas mal d'avions et qu'on essaie quand même d'être écolo un petit peu, en tout cas de limiter notre empreinte, que ce soit à toutes les échelles. Mais on est déjà à pas mal d'avions. C'est globalement inévitable si on veut faire la recherche qu'on fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on est sur la calotte de glace, on y reste, on n'en bouge plus. Et c'est ce qu'on fait. Petite parenthèse, la motoneige, il a fallu la mettre dans l'avion, il a fallu la sortir de l'avion, à la force des bras. Mais sur le tarmac de l'aéroport, on a le droit à une petite tricherie. Et les touristes, parce qu'il y a un petit peu de tourisme au Groenland, les touristes qui étaient dans l'aéroport, ils ont pu voir un idiot, un gros barbu, qui arrive de la calotte de glace sur une motoneige, sur un transpalette qui traverse le tarmac à toute vitesse. Alors j'ai pas de vidéo du tarmac, mais j'ai la fin. C'est le meilleur moyen de transporter la motoneige. On la prend à l'avant et pour éviter qu'elle tombe, il faut faire contrepoids. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui s'amuse. Nous voici donc, après tout ce carbone émis, tout cet argent, au total 3 semaines de quarantaine, dont une semaine très dure. Nous voici donc sur la calotte de glace et on peut poser notre camp. Vous l'avez vu cette image. Pourquoi on pose un camp? Parce qu'en fait, il s'avère que les deux scientifiques avec qui on travaille, ça fait très longtemps qu'ils viennent sur la calotte de glace. Et à l'origine, il y a 30 ans, ils étaient déposés à un endroit. Ils avaient des coordonnées GPS auxquelles ils seraient récupérés un mois plus tard. S'ils n'y étaient pas, tant pis pour eux. Et ils campaient. Ils arrivaient à ski, ils faisaient tout à ski. Donc il y avait vraiment cette mentalité différente, presque de communion avec le lieu où on allait vivre la calotte de glace. On n'y allait pas juste, comme certaines équipes scientifiques le font aujourd'hui, on n'allait pas faire des allers-retours à la journée depuis la côte, en dépensant 2 millions d'euros en location d'avion et des centaines de tonnes de carbone. Nous voici donc placés en notre camp. Voici à quoi ça ressemble de dessus. C'est le seul jour où j'ai pu faire voler le drone aussi haut. Les autres jours, s'il allait à plus que 3-4 mètres, il se crachait, tellement il y avait de vent. C'est un endroit vraiment hostile. Et je connaissais ce mot avant. Je pouvais dire que c'était un endroit hostile avant. Y être, ça a été autre chose. On a donc nos tentes, ces tentes grand luxe, des tentes de 3 personnes, on les verra juste après. La mienne, elle est ici, c'est la plus dégueulasse. Il a fallu me déneiger. Quelqu'un a dû venir me déneiger une nuit parce que je me suis planté, j'ai fait ça n'importe comment. Le vent arrive dans cette direction et crée des congères avec lesquelles il faut faire avec. Et si vous faites l'erreur d'attendre un jour où il fait un petit peu chaud, votre congère, elle va geler et ça devient un bloc de glace. Donc si vous avez laissé quelque chose dessus, vous pouvez le laisser. On se retrouve dans la tente Pisto. On peut travailler là-bas, on verra ça après. On a tout notre équipement ici. La tente à caca, en bas du vent, très important. Et on se sert en eau, alors on ne voit pas bien ici. On se sert en eau ici, donc en amont du vent, en permanence. Encore une fois, donc, ce que je disais, pourquoi un camp? C'est le meilleur moyen de limiter notre empreinte tout en faisant un travail qui a un sens, tout en étant proche de l'endroit où on travaille. Parce que si la météo est médiocre, l'avion ne peut pas venir, il ne peut pas se poser. Mais si la météo est médiocre et qu'on est déjà sur place, nous on peut aller travailler. On n'a pas besoin qu'un avion nous récupère et nous dépose, on n'est pas dépendant de tout ça. Voici le quotidien sur la calotte de glace, matin, midi et soir. Si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez dans ma situation. Matin, midi et soir. Le moindre petit trou dans votre tente, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un tas de neige comme ça le lendemain. Donc, tous les soirs, il faut vérifier, tous les soirs, il faut pelleter, tous les soirs, il faut reboucher les trous. Et si ça arrive à notre tente, ça arrive au matériel. Alors, je vous laisse imaginer, pendant la tempête, ça va de surface à comme ça en l'espace de 2-3 heures. C'est-à-dire que même la nuit, parfois, il faut se lever et aller déneiger tout ça. Voici l'intérieur de ma tente. Grand confort, plusieurs matelas dessous. Et là, il est 2 h du matin. Et certains font
le choix d'uriner dans une bouteille la nuit. Moi, j'ai fait le choix de sortir. Ben, c'est pas une si bonne idée que ça, parce qu'à chaque fois que je sortais, je restais ébahi face à la beauté du paysage et je restais là sans bouger, à regarder, puis je finissais par prendre des photos, et puis j'avais super froid, j'avais toujours pas fait pipi. Voilà, un petit peu juste pour le plaisir des yeux. Les formes qu'on voit ici, c'est des sastrugi qui peuvent être notre meilleur ami. S'ils sont un petit peu durs, suffisamment durs pour que la motoneige accroche dessus, par exemple, ça va très bien. S'ils sont assez durs pour qu'on ne s'enfonce pas, c'est très bien. Encore une fois, s'il se met à faire un petit peu chaud, on s'enfonce. Et chaque pas est un effort. Encore un peu pour le plaisir des yeux. Et pour le plaisir des oreilles. En tout cas pour mes oreilles. Moi, j'aime beaucoup ça. Et quand la météo devient un peu plus médiocre, ça ressemble plutôt à ça. Et s'il y a un vrai blizzard, on doit enregistrer, on a au préalable enregistré les coordonnées de notre tente, précis à 2 mètres. S'il y a un vrai blizzard, on ne voit pas à 3 mètres. Il y a des gens qui ont déjà été retrouvés à 30 mètres d'une base scientifique. 30 mètres. Ils étaient en boule dans leur sac de survie pendant 2 jours. À 30 mètres de la station scientifique. Et je ne sais pas si vous avez vu Gus qui marchait là. Là, hop, il glisse sur une de ces fameuses congères. Donc si on ne les voit pas, comme là maintenant, ça peut être un gros piège. Non, je ne me suis pas cassé la gueule. Du coup, revenons-en aux questions importantes. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va aller dépenser des centaines de milliers de dollars, des centaines de tonnes de CO2, une énergie colossale, faire toute cette logistique? Parce qu'on fait un travail qui potentiellement peut répondre à des questions très importantes. La première chose qu'on peut faire dès le début, c'est faire des stations météo. Parce que les données météorologiques sur la calotte de glace sont rares et sont très utiles. Parce que les modèles atmosphériques qu'on utilise, ils sont très limités. Et ils ont tort. Tous les modèles sont faux. Certains sont utiles, mais avant qu'ils soient utiles, il faut un gros travail. Et ça contribue à ce travail notamment. L'avantage, c'est que ces stations météo, on peut les construire à l'intérieur, à l'abri, pendant une tempête par exemple, et c'est ce qu'on a fait. Mais quand la météo est un petit peu meilleure, on peut aller forer. Alors ça, c'est rigolo. On commence à la main. Alors c'est très important, si c'est pas à moins d'1 degré de la verticale, vous êtes sûr que votre trou il va finir complètement de traviole. Il faut faire super gaffe. On commence à la main, et après pour descendre à des profondeurs jusqu'à 30 mètres, on est descendu jusqu'à 30 mètres en l'occurrence, il va falloir venir rajouter des extensions au sommet de cette tête de forage. Et ça devient très laborieux. Donc la tête de forage elle est dans le trou là, et on rajoute ces extensions une par une, jusqu'à atteindre le fond, on fore 1 mètre, on remonte tout, on sort la carotte et on recommence. Pour forer à 30 mètres, il faut environ 8 heures, quand on est bien à l'aise. Et avant, donc il y a 30 ans, il descendait jusqu'à 50 voire 100 mètres, à la main. Nous, on a un moteur électrique. Donc, le forage, il est assez technique, dans le sens où il faut en permanence sentir ce qui se passe, il faut rester parfaitement au milieu du trou, à la verticale, il faut sentir tout ce qui se passe en bas, si ça accroche, il faut s'arrêter immédiatement. Et typiquement, les connecteurs, entre chacune de ces extensions, s'il y en a un qui tombe, le trou il est mort, on peut recommencer à côté. Parce qu'on ne veut pas forer sur cette pièce de métal. Et alors, ensuite, donc, dès qu'on sort notre petit mètre de carotte de glace, on l'étudie. Ça fait partie de ce qu'on fait. Ce n'est pas le plus important, mais c'est très utile. Donc on sort la petite carotte. Joël, qui est ici, fait un log de cette carotte. Donc la densité, la porosité, les niveaux de glace, le type de cristaux. Est-ce qu'on est à affaire à de simples cristaux transformés ou non, etc. Et notamment ces fameux niveaux de glace. On va revenir dans un instant. Petite parenthèse sur Gus, qui a probablement le rôle le plus ingrat de tous. Il ne peut pas s'asseoir au sol, parce que sinon ses fesses gèlent. Il ne peut pas s'asseoir sur la motoneige au soleil, parce que sinon il se prend le vent et il gèle. Et il ne peut pas bouger, parce qu'il doit prendre des notes. Et s'il bouge et qu'il perd la moindre feuille, on perd un log. Donc là, actuellement, il a absolument toutes ses couches sur lui. Un énorme gant d'expédition arctique dans sa veste, avec plusieurs chauffe-mains dans le gant. Il doit mettre sa main dedans 1 minute,
avec le stylo, parce que sinon le stylo gèle, il sort sa main, il écrit un petit peu, il remet la main. Toute la journée. Lui, il a moins rigolé que les autres. Et donc, nos carottes de glace, ce qu'on recherche tout particulièrement, c'est ça. Ça, c'est pas de la neige, c'est de la glace. Ça peut paraître bête, ça peut paraître évident, mais non, ça l'est pas. Parce que là, on est encore en zone d'accumulation. Donc certes, il va y avoir un peu de glace, mais là, vous avez au moins 30 cm de glace, et c'est qu'une partie de cet étage de glace, de cette couche de glace qu'il y avait. Ça, c'est le fruit de l'été 2019 qui a été particulièrement chaud. Et c'est ça qu'on cherche, nous. On cherche à retrouver ces gros niveaux de glace qui sont enfouis en profondeur. Pourquoi? Parce que s'il fait très chaud pendant l'été 2019, la surface va fondre, cette eau s'infiltre, et en profondeur, il fait froid, ça regèle, et ça crée des niveaux donc, de glace plus ou moins importants. Encore une fois, celui de 2019, à l'endroit où on était, il me semble qu'il faisait quelque chose comme 50 cm, ce qui est incroyable. C'est pratiquement quasiment toute la neige de l'été qui a fondu, de l'hiver qui a fondu pendant l'été. Sachant que l'eau regèle en profondeur, c'est une réaction qui est exothermique, qui libère de la chaleur. Et c'est pour ça que j'en viens à la chose la plus importante qu'on fait, selon moi. Ce que vous ne voyez pas, c'est que dans ce trou-là, il y a 30 mètres de thermomètre à intervalles réguliers. Quand cette eau va regeler en profondeur, elle va donc réchauffer cette profondeur. Et bien les 30 mètres de thermomètre, il y en a plusieurs d'entre eux qui vont enregistrer ce réchauffement brutal. Et ça se voit très très bien. Les journées très chaudes pendant l'été, vous avez d'un seul coup plusieurs thermomètres qui passent de moins 15 degrés à 0 degré, l'espace de quelques heures. Et après, ça redescend tranquillement. Et c'est exactement ce qu'on cherche. On a et l'observation a posteriori de ces niveaux de glace et l'enregistrement thermique de ces événements de fonte. Et c'est ça ce sur quoi on travaille majoritairement. Évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On a eu des pépins et ça va commencer par une petite histoire. Imaginez-vous, vous êtes en train de forer, tout va bien, vous descendez et d'un seul coup, toute votre foreuse s'écrase au sol. Qu'est-ce que t'as foutu? On s'est planté dans les distances, on n'a pas mis les bonnes extensions, il fallait le retenir, pourquoi? Ok, on recommence. Même chose. Et une troisième fois. La réalité, c'est qu'on a foré sur une crevasse. Et le protocole était clair. Une crevasse, l'hélicoptère vient nous chercher, on est sorti. Et tout ce qui est sur place reste là où c'est. Et ce sera enseveli. Il s'avère qu'on ne dirait pas, mais cette crevasse est sous 6 mètres de neige. Là, c'est un accéléré. On a descendu une caméra dedans, plusieurs même. Cette crevasse, c'est à peu près 1 mètre de diamètre, 3 mètres de haut, et elle est sous 6 mètres de neige. Si vous avez déjà été sur un glacier, vous vous doutez bien que ce n'est pas un problème immédiat pour la sécurité. Du coup, après longue discussion, après les grands pontes de la fondation qui finance ce voyage aux États-Unis, il a été décidé qu'on resterait sur la calotte de glace, mais avec des contraintes. Interdiction de se déplacer vers le bas du glacier, interdiction de se déplacer seul. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du glacier de Jakobshavn, qui est le glacier qui a le plus gros débit au monde, parce qu'il est possible qu'il soit en partie responsable de cette crevasse. Du coup, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas se déplacer tout seul parce qu'on se déplaçait. Et alors ça, c'est la partie la plus cool de très très loin. Ça ressemble à ça. On était tous des bons skieurs, relativement bons. Du coup, on pouvait tous se faire tracter derrière une motoneige, ce qui fait qu'on a besoin que 2 motoneiges pour 6 personnes. Et un traîneau de plus de 100 kg. C'est vachement rigolo. Moi, dès que j'étais là-dessus, tout de suite, je passais en mode méditation. Certains mettaient un podcast, certains mettaient de la musique. Moi, j'allais très bien comme ça. C'est très rigolo, on peut sauter de sastrugi en sastrugi, justement, s'ils sont assez durs. Et ça ressemble à ça depuis la hauteur. Vous remarquerez que l'image est très inclinée. Le drone s'est cassé la gueule après ça. Bref, c'était très rigolo. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si une motoneige ne fonctionne plus? Je vais vous poser la petite devinette. Comment on fait voyager 6 personnes et un traîneau, qui est équivalent à 2 personnes, sur une distance conséquente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher cette distance. Vous n'avez qu'une motoneige, parce que l'autre est cassée. Cette motoneige peut transporter que 4 personnes, à condition que la neige soit bonne. C'est-à-dire que s'il fait chaud et que la neige se met à se transformer, la motoneige, elle ne peut plus transporter personne, elle ne peut plus bouger.
Le traîneau est équivalent à 2 personnes. Et souvenez-vous, on a interdiction d'être seul. C'est un peu comme l'énigme de la chèvre, du chou et du loup qui doivent traverser une rivière. Il faut faire des allers-retours. Du coup, 2 personnes partent avec le traîneau, le déposent, reviennent, reprennent 2 personnes, reviennent et reprennent les 2 dernières personnes. 2h30 pour faire 10 km. Au point qu'on aurait presque intérêt à le faire à pied. Bref, avec tout ça, est-ce qu'on a eu des résultats? Eh bien, figurez-vous que oui, on est une des rares équipes au monde à réussir à avoir des résultats dans cette zone de la calotte de glace en y restant en campant. Il y a d'autres équipes qui vont dans cette région, qui ont des résultats, ou qui produisent aussi des résultats, mais ces équipes font généralement les allers-retours à la journée, comme on a dit, qui ont donc une empreinte bien plus importante. Donc c'est un succès déjà scientifiquement. On a pu faire 3 trous à plus de 30 mètres, en l'espace de 16 jours. Plus 3 à 10 et encore plein à 2, entre 2 et 4. Évidemment, donc, une empreinte carbone est relativement parlant minime, ça reste énorme, mais l'objectif c'est que la science qu'on fait puisse compenser ce qu'on a dépensé. Évidemment humain, parce qu'on s'est retrouvé à 6 personnes, 16 jours complètement hors du temps, hors du monde, mais avec la quarantaine avant, les préparatifs, enfin, le rangement après. Donc humainement, c'était très enrichissant et je me retrouve à faire mon master avec cette personne maintenant. Et pour les étudiants, j'aimerais revenir là-dessus pour ramener un peu les choses à moi. J'aime beaucoup cette expression qui dit en gros que plus vous travaillez dur sur quelque chose, plus vous allez avoir de la chance. Plus vous êtes passionné par quelque chose, plus vous avez de chances que ça vous arrive. Alors malheureusement, vous êtes tous relativement avancés dans vos études. Si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, faites-le. N'hésitez pas. Vous voyez le résultat. Si vous êtes passionné par un cours, un prof, allez-y. Allez parler à ce prof. Ne prenez pas trop de temps, ils sont très occupés. Mais si vous êtes intéressé, demandez un stage. Allez-y. Vivez vos rêves. Jusqu'au bout. Et en bonus, parce que j'ai toujours été un voyageur et que je voulais rentrer en France en ayant la plus petite empreinte carbone possible, j'ai fait un sacré petit trip. Tout d'abord sur le Sarfar-Ituk, tout le long de la côte du Groenland. Donc depuis tout là-haut jusque là en bas. On peut s'arrêter dans des villes. Et c'est un bateau public. Hein. Cette traversée coûte quelque chose comme 350 €, je crois. Pour le Danemark, c'est un prix très faible. Parce que le niveau de vie est très élevé là-bas. J'ai pu randonner quelques jours là-bas en bas. Il a fallu prendre un avion parce qu'il n'y avait pas de bateau avant encore un moment qui allait jusqu'en Europe. Mais donc le long de cette traversée de bateau, j'ai pu voir des paysages remarquables, inoubliables. Certains avec très peu de touristes, parce qu'il y a un petit peu de tourisme, et en général les touristes, on les voit au Groenland, ils sautent aux yeux, et ils ne sont pas forcément les plus respectueux. Ça, c'est le petit village côtier de Sissimut. Sissimut est à gauche, là-haut c'est le Nasaasar, qui est un sommet remarquable, très connu dans la région. Un fjord qui fait 100 km, on n'irait pas, mais pourtant. Vers le sud, des montagnes enneigées, à perte de vue. Le village de Kangaamut, un village très traditionnel, pas d'héliport, donc là il n'y aura aucun touriste. Le village de Krikretarsuatsiat, 98 habitants, un des endroits les plus isolés du Groenland, en tout cas de la côte ouest. C'était le 21 juin, le jour de leur fête nationale, et juste après que le bateau soit arrivé, le bateau passe 2 fois par semaine, donc c'est vraiment leur ravitaillement. Ils ont des palettes de nourriture déposées et tout ça. Mais ils étaient en train de faire un gigantesque foot ici avec tout le village. Musique, fête, vraiment la fête au village. Attention, ça cache aussi la réalité de la difficulté qu'est l'hiver. L'hiver dans une communauté comme ça peut être très très dur. Très très dur. Voilà donc le sud. Là-haut, ce que vous voyez en blanc, c'est la calotte de glace, en grande partie. Jusque là-bas, là-haut. Tout ça, c'est la calotte de glace. Voilà un glacier dans le sud. De là à la base, c'est à peu près 2 km. Et vous remarquerez cette forme remarquable. C'est l'eau basale du glacier. Donc sous le glacier, il y a des rivières qui coulent vers le bas. Généralement vers le bas du glacier. Et en l'occurrence, là, elles ressortent à la base du terminus marin et créent des courants qui repoussent la glace et font cette forme parfaite. Ça fait à peu près 300 mètres de diamètre. C'est énorme.
Arrivé au sud du Groenland, j'ai pris un avion pour l'Islande, parce que ça, c'était difficilement évitable. L'Islande a un super réseau de bus. Allez-y. On peut aussi y randonner. Ça, c'est moi et ma tante. Et depuis l'est de l'Islande, on peut y prendre le ferry, direction les Féroé. Donc ça, c'est la sortie de la baie. Voilà, c'est la carte de ce que vous pouvez faire avec cette compagnie, Snigrill Line. Arrivé au Féroé, j'ai loué un vélo pendant 3 jours. Le truc rigolo, c'est qu'au Féroé, il ne pleut jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de vent que la pluie va à l'horizontale, donc vous êtes trempé, mais le sol est complètement sec. Ça n'a pas été facile. Le premier jour, j'ai pensé que je faisais demi-tour et que je rentrais. Heureusement, je ne l'ai pas fait. C'était vraiment... Là, vous êtes juste en train de voir mes photos de voyage. Hein. Il n'y a vraiment rien d'autre. Et enfin, depuis les Féroé, le bateau pour le Danemark et puis des bus. Donc, on peut rentrer depuis le Groenland avec un minimum d'avion et un maximum de plaisir. Merci à Isabelle Couchou d'avoir rendu cet événement possible. Merci à Campus 1.5 ESMB qui ont aussi donc contribué à ces opportunités. Suivez-les sur Instagram si ce n'est pas le cas. Il y a d'autres réseaux sociaux ou... Univers, Ageox, Univers, Bléroudeur. Allez-y. Et merci de votre attention.